Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de Polycritique, le webinaire mensuel de la FSP, 37e édition de ce mensuel que nous avons intitulé sur le mode interrogatif La Turquie au tournant, avec comme point de départ, bien sûr, la vague d'arrestations d'opposants au régime qui a eu lieu en Turquie depuis le mois de mars dernier. Marque-t-elle un tournant? Jusque-là, la nature autoritaire du régime n'avait pas empêché des hommes comme Ekrem Imamoglu de conquérir par la voie des urnes des villes aussi importantes qu'Istanbul. Sa mise sous les verrous et celle de bien d'autres opposants annonce-t-elle le passage de la Turquie à une forme d'autoritarisme électoral à un autre type de régime? C'est la question qui se, qui se cache derrière le titre de notre webinaire. Et pour y répondre, nous avons la chance d'accueillir quatre experts en la matière. Et quand je dis nous, c'est aussi le fait d'une collaboration. Ce webinaire est en effet co-organisé par la FSP et l'Institut français des études anatoliennes d'Istanbul, le très fameux IFEA. Alors justement, par ordre alphabétique, c'est un pensionnaire de l'IFEA qui vient en premier, c'est Yohanan Benamin, qui est responsable des études contemporaines à l'IFEA, d'où il nous parle. Vient ensuite, en gardant l'ordre alphabétique, Ahmet Insel, un compagnon de route de la FSP et du CERI, le laboratoire où je suis basé depuis longtemps et où se trouve aussi Élise Massicard, dont je parlerai dans un moment. Ahmet est éditeur et chroniqueur, anciennement professeur à l'université de Galatasaray. Élise Massicard donc vient ensuite pour compléter ce panel, chercheuse au CERI, donc à Sciences Po, et enseignante autant que chercheuse, comme les étudiants le savent bien. Merve Özdemir Kiran Embel, qui est, elle, maître de conférence à l'université de Marmara, à la faculté de sciences politiques, a eu la gentillesse, pour ceux qui ne l'ont pas vu dans la dernière mouture du programme, de remplacer Claire Visier, avec laquelle elle a travaillé, pour traiter d'un sujet qui nous importe énormément, à savoir la jeunesse turque et son rôle dans la société et la politique actuelle. Alors, pour planter le décor, j'aimerais bien inviter tout d'abord Ahmet à nous dire dans quel contexte on se trouve aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à remonter dans le temps, à remonter justement à cette vague d'arrestations que j'évoquais à l'instant, pour que bien oui, le décor soit planté, que le contexte nous soit pour le moins, davantage familier, disons. Ahmet. Merci beaucoup, Christophe. D'abord, à l'AFP, l'Association française de sciences politiques à l'IFEA, d'avoir organisé ça. Euh, mais en même temps, ça me permet de rencontrer des amis à distance. C'est aussi très, très, très agréable. Alors, très rapidement, le contexte aujourd'hui, c'est une crise d'un régime qui a été mis en place après le coup d'État de 2016 et qui a été voté par par un amendement constitutionnel accepté par référendum, mais très ric-rac, à quelques voix près, 1% près, et cette, ce référendum de 2017 a mis en place quelque chose que dans la littérature de sciences politiques, nous appellerons une autocratie, mais évidemment, ils vont pas l'appeler ça régime présidentiel. Ça fait un peu une trop connotation historique avec Mustafa Kemal. Donc, du coup, ils ont appelé un nom je crois que vous connaissez mieux que moi la littérature. Je crois que ailleurs, on ne le retrouve pas. Ils ont la Constitution définit
le régime comme le système de gouvernement de la présidence de la République. Un gouvernement de la présidence de la République. Alors, ce n'est pas, par contre, ce n'est pas le régime américain. Donc, c'est un système sans contre-pouvoir de fait, puisque le président de la République, il est chef de gouvernement, mais en même temps, il est chef de parti. Et à partir du moment où il est chef de parti et son parti, avec ses alliés, dispose de la majorité parlementaire, donc du coup, il est aussi contrôle de fait le pouvoir législatif. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que le président Tayyip Erdogan, comme les autres chefs de parti, en Turquie, il y a une tradition, tous les mardis, tous les mercredis, les chefs de parti font un discours aux membres de l'Assemblée, à leurs membres à l'Assemblée nationale. Ça s'appelle le discours de groupe. C'est le moment le plus important du débat parlementaire en Turquie. Et donc, le chef de l'État, il est là comme un chef de parti dans le Parlement en train de parler. Ce qui est vraiment une confusion du genre extraordinaire qui montre bien qu'il n'y a plus de séparation de pouvoir dans la tête et dans les faits, même si constitutionnellement il existe. Donc du coup, le pouvoir judiciaire de coup est sous contrôle parce que par le biais des nominations du président de la République, du pouvoir législatif, etc., etc. Donc du coup, nous sommes dans un régime autocratique et donc, déjà, l'autoritarisme compétitif dont on parlait devient une autocratie compétitive, plus exactement. Hein. C'est plus un autoritarisme, c'est presque une autocratie compétitive. Et avec un danger, c'est que le président de la République, il est seul à affronter la compétition. C'est un système qui devient totalement dépendant de lui. Il vide son parti devient un mécanisme électoral totalement soumis au dessein de son chef fondateur. Il n'y a plus d'autres euh, contre-pouvoirs. Le contre-pouvoir non démocratique qui existait auparavant en Turquie, l'armée est éliminée, est hors jeu. Il n'y a pas de contre-pouvoir judiciaire, il n'y a pas de contre-pouvoir législatif et il n'y a pas non plus de contrôle au sein même de son parti. Hein. Les médias sont contrôlés, etc. Le seul moment de contrôle qui reste, ce sont les élections. C'est le seul moment de vérité, si vous voulez, où il y a une confrontation. Et là, c'est quelque chose qui a pu rester d'une manière très intéressante quand ils ont changé le régime du parlementarisme vers ce système ad hoc d'autocratie, ils n'ont pas changé le système électoral. Donc le système électoral reste, pour le parlementarisme, le système électoral reste un système proportionnel, hein, qui ne donne pas tellement d'avantages au premier parti, un tout petit peu, parce que c'est le système d'Hondt, donc du coup il donne un petit peu avantage, mais c'est un système proportionnel, liste départementale. Et le président de la République est élu comme en France, avec exactement les mêmes conditions, hein, qu'en France. Et il y a eu déjà une crainte qui a été formulée à l'époque par quelques sages du parti au pouvoir, du parti de justice et de développement, en disant, mais écoutez, c'est très bien, maintenant vous passez à 50%, mais est-ce que 50%, c'est pas un risque en même temps? Le risque, c'est que Tayyip Erdogan, jusqu'en 2011, où il a obtenu seul, sans aucune alliance, son parti a obtenu 49% des voix, et Tayyip Erdogan, pour la première fois, a été élu président de la République au suffrage universel. En Turquie, c'est la première expérience en 2014. Sans aucune alliance, il était passé au premier tour avec 51% des voix. Ce qui est intéressant, c'est que le vote pour Tayyip Erdogan ou son parti n'a jamais été 60-70%. C'était au maximum 51%, hein, 51-52%. Donc du coup, il y a eu des sages de son parti, ils ont dit, mais avec l'usure de pouvoir, est-ce que vous ne pensez pas que 50% ce soit un piège pour vous? Et certains avaient proposé, je crois qu'il y a dans certains pays, il y a non pas 50%, mais 40% est suffisant avec certaines conditions. Ils avaient suggéré que non pas 50, mais mettons 40%. Mais là, son allié
qui lui a permis de gagner les élections, le référendum depuis 2016, le parti d'extrême droite nationaliste a bien senti que c'était une manière en même temps de l'écarter de l'alliance. Donc du coup, ils ont totalement refusé. Et cette histoire de 50% au premier tour ou obligatoirement au deuxième tour est resté. Donc, du coup, Tayyip Erdogan est un peu pris dans ce piège. Et puis, deuxième chose, c'est qu'ils ont gardé cette idée de deux élections consécutives le, euh, dans le changement constitutionnel de 2017. Alors, normalement, déjà en 2023, il avait terminé les deux fois, mais ils ont dit, bon, il y a eu changement constitutionnel, on met les compteurs à zéro, puisqu'il a été élu en 2014, il a été élu en 2018, on a mis les compteurs à zéro, ça commence à partir de 2017. Donc, du coup, Tayyip Erdogan est un peu confronté à ce système où il est obligé d'avoir 50% des voix. Or, en Turquie, jusque-là, les élections, bien sûr, étaient la compétition ne se faisait pas dans des conditions démocratiques, égales, etc. Il y avait une surutilisation des moyens publics par Tayyip Erdogan, une surutilisation des médias, etc., etc. Mais néanmoins, in fine, les gens votaient pour qui ils voulaient et puis les candidats étaient libres de se présenter. Même en 2018, le candidat du parti pro-kurde était candidat depuis la prison puisqu'il n'était pas encore, il était que détenu et non pas condamné, il avait obtenu 8,5% des voix. Donc, vous voyez, avec une très forte participation, taux de participation très élevé, plus de 85%, 100% des gens en âge de voter automatiquement inscrits sur les listes électorales. Donc, il y a un enjeu, comme je disais, le seul endroit de contre-pouvoir, c'est le vote, le moment du vote. Ce moment du vote n'était pas simplement un contre-pouvoir lors des élections parlementaires et présidentielles qui doivent se tenir en même temps, mais aussi les élections municipales, puisque le maire est élu comme le président de la République, mais à la différence près que c'est la majorité à un seul tour, système britannique si vous voulez. Et donc, Tayyip Erdogan, dans la 2019, a perdu Istanbul, Ankara. En 2023, il a perdu, 2024 récemment, il a perdu encore plus de villes. Et là, il a compris que İmamoğlu est un danger pour lui. Et ce qu'il fait dans ce cas-là, c'est de préparer dès 2019 les moyens juridiques pour l'empêcher. Alors, les moyens juridiques pour l'empêcher, la première fois, il va sortir que son diplôme d'université, obtenu en 1994, la licence de gestion à l'Université d'Istanbul, est fausse. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un soupçon comme quoi Tayyip Erdogan n'a pas eu de diplôme d'université en 1982-83. Donc, il y a ce processus qui commence à apparaître. Et puis, deuxièmement, ils arrivent à trouver des inventions juridiques, comme quoi, par exemple, Ekrem İmamoğlu, ses premiers procès, première enquête judiciaire s'est lancée à ce sujet-là. En 2019, comme Tayyip Erdogan avait fait annuler la première élection de İmamoğlu euh, avec très peu d'écart. Il avait fait annuler cette élection et İmamoğlu avait gagné avec 4-5 mois plus tard, avec énorme écart deuxième fois. Et İmamoğlu avait dit aux juges de la commission électorale, vous êtes imbécile, quelque chose comme ça. Du coup, injure au juge, etc. Le premier procès a été ouvert à ce moment-là et il y a eu plusieurs moments après. Alors, ce qu'il a fait, Tayyip Erdogan, en créant cette jugement potentiel qui lui permet en même temps d'être interdit d'éligibilité, il a pu éviter que la coalition contre Tayyip Erdogan présente İmamoğlu aux élections en 2023. Déjà, il a évité ça. Parce que les gens, ils ne savaient pas s'il était candidat, qu'il y ait un processus d'accélération du jugement et qu'il soit écarté 15 jours avant les élections, qu'il reste bec dans l'eau l'opposition. Mais en 2024, İmamoğlu a gagné encore plus massivement les élections d'Istanbul et il était devenu vraiment le candidat
qui est capable, avec le maire de Ankara aussi, il faut le reconnaître, capable de gagner les élections contre Erdogan. Et d'ailleurs, on ne sait pas comment Erdogan, dans quelles conditions, va obtenir la possibilité de se présenter troisième fois. Soit il faut qu'il y ait des élections anticipées, soit il faut qu'il y ait un changement fondamental de la Constitution. Donc, du coup, un acharnement contre Imamoglu dès à présent. Et CHP, et là, Élise va nous raconter beaucoup mieux du côté du CHP. Pour la première fois, CHP réagit très différemment des attentes de nous tous et de Tayyip Erdogan. Merci C'est-à-dire, beaucoup. c'est-à-dire lancer une campagne de primaire, ce qui n'existe jamais en Turquie, primaire pour la présidentielle avec un seul candidat pour légitimer. Et Tayyip Erdogan, dans la précipitation, a fait annuler 4 jours avant le primaire euh, le diplôme de Imamoglu. Un diplôme, 30 ans après, on supprime le diplôme rétroactivement. Et le lendemain, l'a fait arrêter sur soupçon de corruption, etc. Qu'il y ait une enquête, à la rigueur, ça passe. Mais une enquête pour corruption du maire de la plus grande ville de la Turquie, euh, qui soit mis en détention, qu'il n'y ait pas simplement enquête. Et là, c'était vraiment la réaction. Et la réaction est venue d'une manière totalement inattendue. On va voir avec les jeunes, avec le CHP. Tayyip Erdogan s'est trompé, je crois, un peu d'une réactivité de la Turquie. Alors, ce qui se passe, c'est que si nous ne savons pas comment ça peut aboutir, cette situation. Nous ne savons C'est pour vraiment pas, ça. parce que Tayyip Erdogan ne peut pas revenir en arrière. Je répondrai après aux questions pour savoir les configurations possibles dans l'avenir. Merci beaucoup Ahmed d'avoir si bien planté le décor et de nous avoir amené jusqu'au moment où effectivement la mobilisation a eu lieu. Et c'est, je dirais, la suite de l'histoire hein, que va nous raconter Élise pour qu'on comprenne cette réactivité, cette vitalité finalement que la société turque a manifesté à cette occasion et manifeste encore aujourd'hui. Faut que ouvres ton micro. Ouais, merci beaucoup Christophe, merci Ahmed, merci pour l'invitation. Je vais reprendre effectivement l'histoire là où Ahmed l'a laissé. Effectivement, on a tous été, je crois, assez étonnés par l'ampleur des mobilisations qui se sont déroulées suite à l'arrestation d'Imamoglu en mars. Elles ont été comparées au mouvement de Gezi en termes d'ampleur. Donc Gezi, c'était le mouvement en 2013 hein, d'occupation d'une place centrale à Istanbul. C'était très spontané, c'était extrêmement spectaculaire, d'autant que la répression a été quand même sensible, hein, assez forte. Et malgré tout, on a une dynamique de mobilisation très d'ampleur qui s'est mise en place. Malgré les risques. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites au début de ce mouvement, en fait, sur les causes de cette protestation, sur les ressorts de cette protestation. Et je voulais, en fait, me concentrer, moi, sur la dynamique de cette protestation, c'est-à-dire sur, on va dire, le mois et demi, les 2 mois qui viennent de s'écouler, parce que finalement, on n'en parle plus beaucoup maintenant. Or, il se passe encore des choses, mais que se passe-t-il vraiment? Est-ce que c'est vraiment un tournant, du coup, avec le recul de 2 mois, hein, pour reprendre un petit peu l'intitulé du webinaire? Donc, je reprends au tout début, c'était assez éruptif, en fait, très intense, et on a vraiment une phase très intense qui a duré une dizaine de jours, qui a commencé avec l'arrestation, puis l'incarcération du maire d'Istanbul, et donc candidat à l'élection présidentielle, qui a priori est prévue pour 2029, pardon, 2028, donc c'est quand même assez lointain. Et cette phase intense, je dirais qu'elle dure une dizaine de jours. C'est une phase durant laquelle il y a des rassemblements en fait tous les soirs devant la mairie d'Istanbul. Et elle se clôt en fait avec un très grand meeting à Istanbul qui aurait rassemblé plus ou moins 2 millions de personnes. Donc c'est extrêmement impressionnant. Et surtout, je crois que ce qui est marquant dans cette mobilisation, c'est le caractère spontané et c'est l'ampleur. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que finalement, bien sûr, c'est le maire d'Istanbul, mais ce n'est pas simplement
le maire d'Istanbul. C'est pas simplement non plus le candidat du parti principal d'opposition, donc le Parti républicain du peuple, mais le parti kémaliste. Mais l'idée que c'est aussi d'abord le symbole de la possibilité d'un changement politique par les urnes. Parce qu'effectivement, c'est une personnalité qui a, on va dire, assis hein, sa carrure politique, y compris au niveau national, pas seulement au niveau municipal et donc et qui a, acquis en vraiment une stature importante et qui a prouvé en fait, son caractère rassembleur, sa capacité en fait à agréger des soutiens venant de différents milieux qui en général ne votent pas ensemble. Donc c'est un peu ça qui en a fait, on va dire un véritable une véritable menace, on va dire électorale, pour Erdogan. Et comme le disait Ahmed, c'est par l'ouverture de l'organisation de cette primaire hein, pour désigner le candidat à la présidentielle, donc fin mars, que le parti a non seulement maintenu alors qu'il venait d'être arrêté, mais surtout a ouvert à l'ensemble des citoyens et non pas seulement aux membres inscrits hein, du parti, qui a marqué en fait effectivement quelque chose de très nouveau comme dynamique. Et donc le chiffre qui circule, c'est qu'il y aurait eu à peu près 15 millions de personnes qui seraient venues voter à cette primaire un petit peu, officieuse, en fait, du coup un petit peu bizarre. On ne sait pas très bien d'où sort le chiffre. En tout cas, ça a été vraiment massif et ça a étonné effectivement beaucoup de monde. Et je crois qu'au-delà de la dimension spectaculaire et des rassemblements et du monde, ce qui est intéressant d'étudier, c'est finalement quels sont les milieux qui ont soutenu cette mobilisation, sous ces différentes formes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de syndicats d'opposition, qui l'ont soutenu, énormément de chambres professionnelles, on n'en parle pas, mais c'est extrêmement important. C'est des endroits qui sont quand même, on va dire, c'est des lieux où l'opposition est quand même, en général, dans la plupart des chambres professionnelles dominantes. Donc ça, c'est quand même très éclairant. Il y a des organisations d'originaires, de pays, de gens qui viennent de telle ou telle province, quelques-unes. On a des organisations à Lévis, de manière intéressante, qui ont soutenu le mouvement dès le départ. On a des associations kémalistes, sans surprise, social-démocrates, féminines et féministes, et à Lévis. Et aussi, au-delà de ces organisations-là, jusqu'au méga meeting de fin mars, on avait aussi le principal parti pro-kurde, hein, le DEM, qui était là au meeting et qui a manifesté un soutien et qui ensuite a plus ou moins disparu. Mais je pense que Johanna y reviendra, donc je laisse ça juste là. Alors, on a quelque chose donc de très vaste, de très nouveau, et qui interroge beaucoup et ensuite, on a eu une sorte de phase de «routinisation» entre guillemets, pour le dire vite et en fait, c'est le parti, CHP qui va mettre fin à ces rassemblements quotidiens qui pourtant prenaient de l'ampleur, en fait, de jour en jour. En fait, je pense que là, il y a plusieurs dynamiques à l'œuvre. La première chose, c'est la volonté de limiter la criminalisation parce que la plupart des rassemblements n'étaient pas autorisés et ça a donné lieu à beaucoup d'arrestations, en fait, par centaines et à un début de logique de polarisation et de criminalisation que peut-être le parti a voulu, limiter. Ça, c'est la première chose et la deuxième chose, c'est la difficulté de maintenir ce type de mouvement-là et de mobilisation sur la durée, alors même qu'il y avait plus d'échéance claire à partir du moment où il était en prison. Bon, comme on le sait tous, hein, un procès, bon OK, il y a des audiences, mais ça peut durer pendant extrêmement longtemps, donc il fallait trouver autre chose, parce que les gens n'allaient pas sortir non plus tous les soirs pendant des mois non plus. Voilà et puis on avait on va dire une période de congé qui allait de toute façon plus ou moins casser la dynamique, donc on pouvait anticiper qu'elle allait casser la dynamique. Donc le parti a décidé de changer un petit peu la dynamique et ça s'est fait parallèlement à vraiment une prise en main par le parti de cette mobilisation et je crois que c'est important de le dire parce qu'on a fait beaucoup le parallèle avec les mobilisations de Gezi et effectivement, il y a un certain nombre de parallèles, mais c'est une différence majeure avec Gezi, c'est que là, on a un mouvement qui est quand même extrêmement, beaucoup plus cadré en fait par un parti, alors que Gezi était beaucoup plus spontané, beaucoup plus diversifié et il n'y a jamais eu, on va dire, d'organisation qui a pris, le lead, hein, sur cette mobilisation à l'époque. Alors je voudrais revenir sur 3 points qui me paraissent importants sur la dynamique de cette mobilisation. Le premier point, c'est que le parti, en faisant ça, a essayé également de limiter, donc je le disais, les risques de polarisation, de débordement, mais aussi en prenant la main de manière plus claire, hein, tout en restant évidemment en lien avec un certain nombre d'acteurs mobilisés. Mais le parti a quand même essayé de limiter les risques de débordement en prenant un autre risque qui est celui de la perte de certains groupes et de certains soutiens.
et avec une dynamique d'homogénéisation des soutiens qui, je crois, est assez visible. Et c'est vrai que ce que j'ai pu en voir, c'est-à-dire quand même pas énormément de choses, mais on voit qu'il y a quand même une relative homogénéité, hein, dans les rassemblements qui continuent. Le mouvement kurde a disparu, mais ça, on va y revenir, c'est lié aussi à un autre dossier en cours. On a certains groupes qui étaient très présents à Gezi qui sont pas du tout là, par exemple, typiquement les communautés LGBT, et cetera. En revanche, on a, des groupes nationalistes turcs affirmés, voilà, et donc on voit une relative homogénéité, je dirais, et puis, certains groupes de gauche un peu plus radicaux, certains plus ou moins officiels, et cetera, mais qui restent assez en marge, alors qu'au début, ils avaient une présence plus importante. La deuxième dimension de la dynamique, que je voudrais souligner, c'est une dynamique de nationalisation. C'est-à-dire que le parti a tenté aussi de sortir du cadre d'Istanbul, en limitant les rassemblements à Istanbul à un par semaine et en faisant en parallèle des rassemblements en province, chaque samedi dans un endroit différent avec un programme assez bien étudié sur où aller, quand, et cetera. Avec l'idée que, voilà, c'est un candidat à la présidentielle pour l'ensemble du pays et donc il faut, voilà, tourner. Et là, les effets sont extrêmement contrastés, c'est très inégal, c'est très intéressant parce que dans certains endroits, et là typiquement dans une province comme Yozgat où il y a eu un des premiers rassemblements mi-avril en Anatolie centrale, très conservateur, avec un vote extrêmement fort pour l'AKP et les partis nationalistes turcs, eh ben, il y a eu un rassemblement de l'opposition très impressionnant avec, le leader du parti, en fait, qui arrivait en tracteur et symboliquement, c'était très fort parce que c'est un parti qui a été souvent critiqué pour son côté un peu élitiste, très urbain, la plus grande métropole du pays et cetera et donc là, il y avait un côté un peu, voilà, «retour à la terre» entre guillemets et ça a très bien pris. Il y a eu, les paysans aussi qui sont venus en convoi, en tracteur, donc en plus c'était très joli sur les photos et sur les réseaux sociaux. Ça a relativement bien pris. C'était très étonnant pour ce type de lieu, en fait. À l'inverse, il y a eu, mi-mai, un rassemblement à Van, donc dans une zone, du sud-est à majorité kurde. Donc là, où il y a en ce moment, des négociations importantes sur la question kurde et là, il y avait pratiquement personne, en fait, au meeting. C'était extrêmement clairsemé, il y avait que l'organisation du parti et voilà. Et il y a quelques jours, là encore mi-mai, il y a eu le 19 mai qui est une fête nationale qui est, aussi l'anniversaire du début de la guerre de libération. À Izmir, qui est une ville ultra kémaliste, là, il y a eu du coup un énorme rassemblement de pratiquement, on dit, plus ou moins 2 millions de personnes. Et là, c'était symbolique, si vous voulez, pour cette ville très kémaliste, mais il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, en fait, sur Izmir. Mais simplement, c'était l'idée de refaire quelque chose d'un peu spectaculaire aussi, parce qu'il y en avait besoin, tout simplement. Donc là, on voit que cette dynamique de nationalisation, finalement, c'est très inégal. C'est pas tant sur la question territoriale que sur la question des types de milieux qui soutiennent la chose. Et c'est vrai que là, on voit comment par rapport, à la question kurde et au soutien des Kurdes, on a vraiment un élément qui n'est plus là, alors que précisément Imamoglu avait réussi aussi à être élu avec le soutien des électeurs kurdes. Et dernier point, peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure sur la diversification des répertoires d'action, c'est-à-dire qu'au-delà des meetings, en fait, on a aussi d'autres actions plus quotidiennes, des boycotts, pétitions, etc., qui diluent la mobilisation tout en la maintenant, mais peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure parce que je ne veux pas trop monopoliser la parole pour l'instant. Merci beaucoup Élise d'avoir, ainsi, décrit et analysé, la mobilisation. Une mobilisation dont l'un des acteurs, c'est la jeunesse et Merve, a travaillé sur, cette jeunesse et peut nous donner, justement les codes qui permettent de décrypter son rôle. Oui. Merci Christophe, merci à la FSP et à l'IFEA, bien sûr, pour cette invitation. Je suis très contente cet après-midi d'être parmi vous.
Je voudrais d'abord situer les jeunes dans les protestations, particulièrement après le 19 mars, pour comprendre un peu comment cette mobilisation s'organise. Et je vais ensuite essayer d'analyser cette nouvelle position de la jeunesse dans les politiques turques en fonction des résultats que nous avons obtenus dans une toute nouvelle recherche que nous avons menée avec Claire Vizier et Ayşegül Bozan l'an dernier sur les étudiants et particulièrement sur les étudiants en sciences politiques. Donc, il faut peut-être préciser tout d'abord que lorsqu'on parle de la mobilisation de la jeunesse après l'arrestation d'Imamoglu le 19 mars, on parle plutôt, plus spécifiquement, des étudiants. Donc, c'est plutôt une mobilisation d'étudiants. Et c'était d'abord la réaction des étudiants dans différentes universités de la Turquie, et notamment, bien sûr, des universités d'Istanbul. Parce que la première réaction est venue avec cette incidence de diplôme, c'est-à-dire la question de diplôme de Ekrem İmamoğlu. Le diplôme a été annulé par une décision arbitraire de l'université d'Istanbul et le lendemain, le maire d'Istanbul a été pris en garde à vue. Du coup, pour les étudiants, le fait d'annuler officiellement un diplôme était quand même un élément spectaculaire. Donc, c'était l'enjeu le plus immédiat qui a conduit ces étudiants d'aller dans les rues parce qu'ils pensent finalement que leur diplôme et donc leur avenir ne sont pas assurés. Donc, c'était une question de sécurité et d'accomplissement personnel tout d'abord. Donc, c'était une inquiétude, une source d'anxiété, disons, pesante sur leur avenir et sur leur accomplissement personnel. Donc, ils se disent, nous étudions, nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour avoir un diplôme, mais même le diplôme n'est pas assuré et que nous risquons ce diplôme que nous essayons d'obtenir pendant nos études. Donc, la première réaction, c'était une réaction plutôt au niveau individuel, moi, mon avenir. Donc, c'était vraiment un choc qui a fait un peu déborder la vase qui était déjà remplie. Donc, c'était pas forcément Imamoglu en sa personne qui était important pour les jeunes étudiants qui sont allés protester. Donc, cela est arrivé plus tôt, c'est-à-dire l'arrestation du maire d'Istanbul, le fait de l'arrestation du représentant officiel de la mairie d'Istanbul, c'était un peu la deuxième réaction. C'est-à-dire, la deuxième question la deuxième réaction vient avec j'ai voté, mais ma voix n'est pas comptée. Ou est-ce que le droit de vote est toujours assuré? Cette deuxième étape, c'est plutôt vers une prise de conscience plus politisée. C'est-à-dire, on peut constater le début d'une mobilisation qui devient plus politisée, qui commence à intégrer aussi le droit de vote, la nature du régime, l'évolution du régime, etc. Donc, les questions politiques se posent davantage après cette deuxième étape qui suit la réaction qui vient soudaine après l'événement de diplôme. Donc d'abord, première réaction, moi, mon diplôme, mon avenir. Deuxième réaction, est-ce que le droit de vote est en danger? On est dans un point tournant. Qu'est-ce que cela va devenir? Est-ce que ma voix est toujours comptée? Est-ce que ma participation électorale est toujours assurée? Voilà. Et troisième niveau, troisième étape, troisième réaction venant des jeunes, cela vient par un sentiment d'injustice lorsque leurs camarades ont été pris en garde à vue, voire carrément arrêtés, hein, incarcérés, parce que à peu près de 48 à 96 heures de détention était une expérience pour ces jeunes. Et surtout pour cette génération qui n'a
pas connu cette situation ou n'a même pas imaginé cette expérience. Donc, avec cette troisième, disons, étape, il commence donc à réclamer la justice. Et la conception de justice est aussi très connotée parce qu'on ne parle pas uniquement la libération de leurs camarades qui étaient environ plus que 300 étudiants, dont la plupart ont été libérés au fur et à mesure, et il en reste toujours plus que 50 étudiants toujours en détention. Et donc, cette justice était, oui, la justice ad hoc pour leurs camarades, mais aussi la justice dans plusieurs aspects de la société, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, l'accès à l'économie nationale, un avenir assuré, etc. Je vais aborder de toute manière tout à l'heure les détails de ce sentiment d'injustice qui n'est pas simplement lié aux événements au moment des protestations. Donc, il ne faut pas oublier que ces trois étapes qui arrivent tout de suite, bien évidemment, ça suit comme ça au cours des manifestations, comme Élise a expliqué tout à l'heure, en quelques jours que ça s'accumule. Mais n'oublions pas que ce ne sont pas des jeunes politisés. Comme dans des générations anciennes. Ils ne sont pas politiquement organisés non plus. C'était plutôt une réaction, comme j'ai dit au début, ad hoc, et aussi un peu dans toute sa naïveté, si j'ose dire, parce que même vous examinez de près, vous regardez de près les images du moment où les étudiants de l'Université d'Istanbul ont renversé les barricades, eux-mêmes, ils étaient surpris, même plus surpris que la police. Donc, c'était aussi un moment de choc à la fois qui leur met dans une situation où ils découvrent aussi leur propre capacité de réagir, de manifestation, voire leur courage, entre guillemets. Donc, d'après quelques études qui ont été menées et aussi d'après les éléments que l'on a pu recueillir sur le terrain pendant les manifestations et aussi les rapports de quelques journalistes, nous pouvons identifier que le principal point commun de ces jeunes, de ces étudiants qui sont allés manifester à Sarajevo ou à Beyazıt aussi, est leur opposition au gouvernement. Donc, ils sont opposés au gouvernement. C'est vraiment le point commun. Cependant, ils sont très hétérogènes. Ils n'hésitent pas non plus à critiquer le CHP, c'est-à-dire le parti à l'opposition, comme Élise a expliqué tout à l'heure, qui a encadré les manifestations et qui a donné un peu un sens à cette hétérogénéité. Donc, ils sont contre le gouvernement, mais ils attaquent aussi, ils critiquent aussi l'opposition d'une manière systématique et ils conduisent l'opposition pour qu'elle aille plus loin, pour qu'elle s'engage de plus en plus. Donc, dans les slogans aussi pendant les meetings de Özgür Özel, à la fois sur la place de Saraçhane, près de la mairie d'Istanbul, et aussi dans différentes occasions, il n'arrêtait pas de demander d'aller plus loin, c'est-à-dire suivre un peu ce que la jeunesse dans la rue réclamait pour changer, pour transformer l'ordre existant. Donc, c'était aussi assez important parce que même si ce n'est pas un groupe organisé, ce ne sont pas des groupes organisés politiquement, ils ont quand même conduit aussi, poussé aussi le leader de l'opposition à faire entendre leur voix et à mobiliser davantage la rue. On trouve parmi les jeunes quelques membres de partis, pas beaucoup, des groupes de gauche aussi, mais il semble qu'une grande partie d'entre eux ne soient membres d'aucune organisation. D'ailleurs, ça aussi, c'est une particularité de la jeunesse actuelle. Ils n'osent pas beaucoup à intégrer des organisations politiques, ni des organisations, associations de société civile, et qu'ils considèrent comme
entre guillemets dangereux lorsqu'ils vont construire leur avenir. En fait, certains d'entre eux participent pour la première fois dans leur vie à une mobilisation, à une manifestation. Et c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même une réaction assez naïve qui se transforme bien évidemment très vite vers une prise de conscience politique plus poussée. De ce point de vue, c'est assez différent de Gezi. Bon, je ne vais pas aller dans les détails de Gezi, peut-être on va, comme Élise aussi l'a indiqué, peut-être dans le second tour et dans les questions, nous pouvons parler des similarités et des divergences, mais de ce point de vue, c'est-à-dire cette hétérogénéité, cette manque d'expérience de participation politique, d'organisation politique des jeunes qui participent aux manifestations est quand même différent d'une partie des événements de Gezi. C'était bon, on était étonnés tous par cette mobilisation de la jeunesse, certes, surtout la capacité de mobilisation des jeunes. Euh, si vous discutez avec les collègues dans des universités en Turquie, presque tous vont dire qu'ils étaient tous surpris de voir leurs étudiants dans la rue parce qu'ils ne viennent même pas au cours, donc ils n'aiment pas trop sortir. Comment ils ont fait ça? Bon, ça c'était surprenant, on a été étonnés, certes, mais les raisons qui ont conduit ces jeunes étaient déjà là. Et justement, la recherche que nous avons menée l'an dernier donnait déjà des indices sur le rapport des jeunes opposants aux politiques en général et leur façon de participer à à la vie publique surtout. Donc, déjà, dans cette recherche, nous avons remarqué que les jeunes opposants expriment leur rapport à la politique de manière assez différente, donc toujours fragmentée, hétérogène. Ils considéraient ce rapport comme un élément qui affecte directement leur vie personnelle, voire leur intimité. Je cite par exemple un jeune qui disait: ce sont les jeunes qui souffrent le plus en ce moment, préoccupations économiques, pression sociale, droits culturels, nous souffrons de tout cela. Donc, c'est pas uniquement une question une question politique, mais c'est une question qui touche leur vie leur vie personnelle. Donc, ils partagent des préoccupations similaires malgré la, l'hétérogénéité d'une grande partie de la jeunesse, des préoccupations d'une grande partie de la jeunesse, et ils traduisent un sentiment d'empêchement personnel qui est lié à l'action du pouvoir politique. Donc, il est assez difficile de concevoir la politique comme une sphère distincte de laquelle ils pourraient se détacher pour mener leur vie personnelle. Donc, malgré des tentatives de désintéressement, c'est-à-dire je ne vais pas regarder à la sphère politique, etc., il ne parvient pas à se détacher du politique. Donc, c'était une politisation malgré soi. Voilà. Donc, déjà, les résultats des présidentielles de 2023 nous indiquaient quand même que la jeunesse n'était pas contente de la situation actuelle. La jeunesse surtout les primo-votants, nous avons travaillé, bon, j'ai oublié de dire ça, nous avons travaillé sur les primo-votants, donc les étudiants qui ont voté pour la première fois lors des élections présidentielles de 2023. Ils représentent 7,6% de l'électorat total et leur vote s'est majoritairement dirigé vers l'opposition. Et du coup, selon les études qui ont été menées après les élections, 65% de ces jeunes ont voté en faveur de Kemal Kılıçdaroğlu contre 25% pour Erdogan. Donc, ce clivage est assez important. Ce clivage était aussi un clivage générationnel par rapport à leurs aînés, par rapport à leurs parents, à la génération de leurs parents. Donc, c'est une génération qui a ses propres problèmes, ses propres enjeux à gérer, ses propres empêchements, etc., qui les dirigent à prendre une position politique. Donc, les grandes Merci. lignes... Pardon.
J'ai dépassé mon temps? Un mot de conclusion avant Oui. Oui, désolé, pardon. Juste les grandes lignes qui peuvent servir de base pour comprendre les raisons fondamentales de cette mobilisation récente. En fait, nous pouvons identifier, disons, trois grands éléments. Questions économiques, c'est-à-dire vulnérabilité économique, baisse des bourses, problème d'indépendance économique, accomplissement personnel et émancipation, et du coup qui est lié à l'inquiétude pour l'avenir qui est complètement, disons, relié au favoritisme qui a beaucoup touché les jeunes. Donc, je peux vous donner quelques éléments de détail peut-être dans le second tour. Bon, merci. Merci à vous, Mère, d'avoir ainsi fait le portrait d'une jeunesse dont on comprend mieux la mobilisation. Parce qu'effectivement, en quelque sorte, la situation était mûre pour qu'elle sorte dans la rue, qu'elle descende dans la rue et qu'elle participe ainsi à cette réaction. Alors il y a un groupe, dont, on n'a pas parlé encore et qui évidemment est, tout aussi, important. Élise, a montré d'ailleurs, qu'il était absent de certaines des mobilisations. C'est la communauté kurde. Ce sont, les Kurdes d'un côté, leur parti, le PKK de l'autre. Et Yohanan, on doit maintenant braquer le projecteur sur cette variable en quelque sorte qu'il faut mettre en facteur. Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais essayer d'être bref pour laisser de la place à la discussion et au débat. C'est vrai qu'en fait, tous ces événements qui ont eu lieu après le 19 mars s'inscrivent dans un contexte spécifique qui est finalement marqué par le renouveau d'un processus de négociation, hein, ou en tout cas tentative de résolution du conflit entre l'État turc et le PKK, même s'il est aujourd'hui difficile de véritablement définir ou qualifier ce processus, hein, puisqu'il n'est- il ne- il reste officieux. Alors d'abord, quelques éléments de chronologie pour rappeler voilà, le contexte plus large, hein. Depuis 2015 et le renouveau du conflit entre l'État turc et le PKK, on a eu finalement un écrasement des forces militaires du PKK en Turquie, 4 opérations militaires turques en Syrie avec de l'occupation du territoire. Depuis 2019, pareil, de l'occupation du territoire au Kurdistan d'Irak avec des opérations militaires turques dans la région. Et finalement, un décalage technologique tel entre les forces armées de l'armée turque et celles de la guérilla du PKK qui marque finalement une impasse de l'outil militaire, de la solution militaire pour la guérilla du PKK, mais aussi, finalement, c'est une stratégie qui a été victime de son propre succès côté Ankara, puisque à force de repousser la guérilla dans ses retranchements des montagnes de Kandil, aller plus loin et véritablement purger militairement ces espaces de la présence de la guérilla comporterait un coût très important pour l'armée turque et on est finalement aux limites aussi militaires en termes d'extension pour l'armée turque. À cela s'ajoute une transformation des rapports de force à l'échelle régionale, excusez-moi, dans le cadre, enfin, dans le contexte du post-7 octobre, hein, avec une transformation de l'échiquier régional, avec une baisse, un retrait des forces pro-iraniennes, ce qui rebat les cartes et pousse à la fois l'État turc et le PKK à se remettre à la table de négociation. Et donc c'est dans ce double contexte que doit se comprendre finalement en octobre 2024 la main tendue de Devlet Bahçeli, un leader du parti d'extrême droite MHP, allié à l'AKP de Recep Tayyip Erdogan, qui propose même que le leader incarcéré du PKK, Abdullah Öcalan, vienne à l'Assemblée nationale de Turquie pour annoncer la dissolution du PKK. Et donc là, on a vraiment cette mobilisation de Devlet Bahçeli a deux objectifs. D'abord, ça permet de donner des assurances au mouvement kurde que finalement les forces d'extrême droite alliées au pouvoir ne vont pas saboter le processus, mais c'est aussi une manière de laisser des marges de manœuvre à la présidence, hein, Recep Tayyip Erdogan ne s'exposant pas trop, alors même que le sujet reste inflammable en Turquie. Et cela donne lieu finalement, cette officialisation des discussions qui étaient déjà en coulisses, donne lieu à la déclaration du 27 février où Abdullah Öcalan, avec des membres du DEM, hein, du parti DEM, appelle le PKK à se rassembler en congrès afin de se dissoudre, ce que fait le 12 mai dernier l'organisation dans un communiqué très intéressant qu'on pourra discuter d'ailleurs dans le cadre du débat, où finalement il évoque la possibilité d'un nouveau contrat social pour la République turque,
la République de Turquie, avec des références à Lausanne, des références à finalement la situation antérieure à la République, et des références à la Turquie pleinement indépendante, un slogan qui en fait, qui était un slogan qu'on retrouve dans la bouche de leaders d'extrême gauche dans les années 70, mais qui est aujourd'hui l'apanage qui est aussi très très présent dans le discours de l'AKP. Alors qu'est-ce qui est en jeu dans ce processus? D'abord, on a la libération des prisonniers politiques, au premier rang desquels le très charismatique Selahattin Demirtas, ancien leader, enfin, d'ailleurs toujours président du HDP, mais c'est aussi même la décriminalisation de l'appartenance ou du soutien au mouvement kurde et même à la présence en zone de guerre. Ce qui voudrait dire très concrètement que des militants qui sont aujourd'hui dans l'organisation armée pourraient, s'ils ne sont pas clairement identifiés comme auteurs d'actes criminels, enfin d'actes répréhensibles, ça pourrait favoriser leur retour. Deuxièmement, par extension, par ailleurs, une petite parenthèse, ça pourrait aussi permettre le retour à leur poste des universitaires qui avaient signé la pétition pour la paix. Donc c'est une grande partie, c'est aussi une partie de la gauche turque qui pourrait être impactée indirectement par cette évolution. Deuxièmement, c'est le retour à leur poste des maires élus du DEM et la fin des administrateurs d'État, bien que visiblement, cette mesure s'accompagnerait d'une redéfinition de l'équilibre des rapports de force et des pouvoirs entre municipalités d'un côté et préfecture de l'autre, avec finalement une augmentation des pouvoirs des préfets. Troisièmement, c'est aussi l'amélioration des conditions de détention d'Abdullah Öcalan, qui pourrait lui permettre d'exercer une influence plus importante sur le parti kurde légal. Donc finalement, en quelque sorte, ce qui est en jeu, c'est à travers la dissolution du PKK, c'est aussi finalement la convergence des branches militaires et politiques, et c'est une consolidation du mouvement kurde en Turquie, avec l'assurance des pouvoirs municipaux, la libération de figures charismatiques telles que Selahattin Demirtas, et le retour des cadres et militants qui redonneraient de l'oxygène à une organisation qui est structurellement très affaiblie par 10 ans de répression politique. Cependant, des inconnus persistent. On a la capacité à trouver des pays tiers pour accueillir les hauts représentants de la guérilla pose question. On parle de pays scandinaves, on parle d'autres pays européens. Les modalités, les lieux et le calendrier du désarmement sont aussi sur le second point qui est vraiment qui est l'une des grandes inconnues, sachant que pour ça, l'organisation, la guérilla aura besoin de garanties pour véritablement mener à bien et pleinement ce désarmement, pour lequel l'État turc continue à faire pression. Et d'ailleurs, l'État turc, pour l'instant, même après la dissolution du PKK, n'a pas fait de geste par rapport à ça, puisque l'objectif finalement est en termes de discours, de relations publiques, de discours politiques, de ne pas cadrer ça en termes de négociation, en termes d'échange, mais en termes de dissolution unilatérale, face à laquelle finalement l'État, on verra dans un second temps, pourrait voilà, proposer certains gestes. Et puis surtout, je pense que la grande différence avec la dernière phase de négociation et de discussion pour la paix, c'est que alors qu'en 2015, on avait finalement un champ politique qui était tenté par le retour, à la fois à côté du pouvoir, à la fois à côté de l'organisation du PKK, il y avait une tentation pour le retour à la guerre, la société, elle, était favorable à la paix, alors qu'aujourd'hui, on a un renversement, où on a dans le champ politique finalement une tendance à vouloir une solution négociée au conflit, alors que 10 ans de guerre civile et 10 ans d'hégémonie de discours bellicistes et nationalistes en Turquie ont rendu finalement la société turque extrêmement, en tout cas aujourd'hui, beaucoup plus nationaliste qu'il y a 10 ans et beaucoup plus rétive à une solution négociée. Et du coup, les dividendes politiques pour le pouvoir ne sont pas tout à fait assurés. C'est aussi pour ça qu'on a aujourd'hui on a justement un optimisme initial qui est pour l'instant relativement qui tend à être un peu tempéré. Alors, cette tension entre assouplissement de la situation sur le dossier kurde et un contexte de raidissement autoritaire que les trois précédents panélistes ont décrit, met finalement en évidence un paradoxe, c'est que finalement, avant l'arrivée de l'AKP au pouvoir et jusque dans les années 2000, on avait finalement en Turquie un régime sécuritaire, ce qui se caractérisait par ce que Gilles de Ronsoro appelait un sous-espace politique kurde, où, alors que dans le reste du pays, on avait finalement un fonctionnement démocratique relativement routinisé, avec bien qu'il y avait quand même un verrouillage par l'armée, on avait dans les régions kurdes vraiment un système autoritaire avec une répression du mouvement kurde beaucoup plus important. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si ce processus de négociation se maintient et débouche sur des aspects assez concrets en termes de libéralisation sur la question kurde, tout en maintenant une pression politique sur le GDP,
on peut se retrouver dans une configuration inversée où, à l'échelle nationale, on a un verrouillage autoritaire qui se maintient, alors qu'on aurait un assouplissement politique vis-à-vis du mouvement kurde. Alors, est-ce que cette configuration est possible? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette tension qu'on voit, elle produit déjà des effets politiques, même si les acteurs dont on parle semblent naviguer à vue. D'abord, on voit un pouvoir qui parvient finalement à arriver à l'un de ses objectifs principaux depuis de ces dernières années, à savoir la fragilisation de l'alliance entre les deux grandes composantes de l'opposition, composante kurdiste d'un côté, ou gauche pro-kurde d'un côté, disons, et kémaliste CHP de l'autre. Depuis la fin des années 2010, avec le développement des pratiques autoritaires du pouvoir et face à l'hégémonie électorale de l'AKP, ces deux principaux pôles de l'opposition ont développé des alliances électorales informelles avec des vraies victoires, notamment à l'échelle municipale, hein, qui sont vues en 2019 et en 2024. Or, ce qu'on voit, c'est que ce processus de négociation est vu d'un très mauvais œil au sein de l'électorat du GEP. Hein. On le voit massivement au moment des manifestations de post de mars 2019 avec des slogans, avec des pancartes, avec des graffitis sur les murs, certains extrêmement vulgaires, hein, où la résistance à l'AKP est mise en équivalence avec le refus de la libération d'Abdullah Öcalan. Et le maintien, et en gros, beaucoup de pancartes, on voyait beaucoup de manifestants avec des pancartes qui disaient finalement libérer Imamoglu et maintenez Öcalan en prison. Et ça se voyait et ça a eu un impact important. On a aussi un soupçon d'une volonté d'alliance entre le DEM et l'AKP au pouvoir pour une réforme constitutionnelle qui permettrait le maintien d'Erdogan, qui permettrait finalement à Erdogan de se représenter encore à la présidentielle. Et du côté du mouvement kurde, le souvenir de l'alliance de dernière minute entre le CHP et l'extrême droite dans l'entre-deux tours des présidentielles de 2023 reste vif. Finalement, on a vu hein, la participation, hein, le fait que beaucoup de manifestants, notamment les plus jeunes dont parlait Mervé, s'approprient des symboles de l'extrême droite comme le signe des loups gris qu'on fait avec les mains. Et c'était vraiment massif, hein, c'était assez important comme gestuel dans les premières manifestations, a limité finalement la participation de ces électeurs kurdes des grandes municipalités de l'Ouest, hein, qui ont participé à la victoire d'Imamoglu, qui peuvent être sympathisants du DEM, mais aussi peuvent voter de manière stratégique pour Imamoglu et qui constituent finalement l'un des espaces au sein de l'électorat de convergence entre CHP et le DEM. Et là, ces électeurs-là, si ils ont pu participer à titre personnel, c'est vrai que ça n'a pas été massif et surtout le DEM, s'il a participé au début, ne s'est pas manifesté après. Et surtout, on le voit au moment des meetings à Van du CHP, hein, donc Van, une ville kurde, où si c'était très symbolique d'avoir ce meeting à Van, la participation a été moindre que dans d'autres pays, dans d'autres villes. Et surtout, on voit même des polémiques régulières. Encore quelques jours, il y a plus tôt, on a reproché aux représentants du DEM, lors de l'international socialiste, de ne pas brandir une pancarte pour la libération d'Imamoglu. Voilà. Donc on a ce genre de choses. Cependant, on a des limites aussi à cette dissociation totale. On a des limites pour le pouvoir dans cette stratégie de dissocier les deux grands blocs de l'opposition. D'abord, le discours de solidarité, officiellement, il reste. Hein. Il n'y a pas de rupture officielle entre les deux blocs de l'opposition, même s'il y a des tensions. Le discours officiel à la tête des deux organisations d'opposition reste un discours de solidarité. Et puis, deuxièmement, on a un paradoxe, hein, qui est le processus de négociation avec en tout cas d'assouplissement politique vis-à-vis du mouvement kurde, va aussi décriminaliser l'alliance entre CHP et DEM. Or, des maires CHP sont inquiétés et même sont aujourd'hui en prison, incarcérés, du fait de cette alliance-là, hein, sous prétexte d'association à des organisations terroristes, que ce soit les maires de Chichli ou de Beylikdüzü à Istanbul. Et enfin, cette idée que finalement le DEM viendrait soutenir l'AKP dans le cadre du vote à l'Assemblée nationale pour un changement constitutionnel doit aussi être relativisée. Hein. Ce changement constitutionnel nécessite 400 sièges. Or, lorsqu'on a fait l'addition de l'AKP et de ses alliés, on arrive à 329 sièges et le DEM comporte 56 sièges. Donc, il reste quand même une quinzaine de députés à aller chercher, qui pourraient être achetés, mais ce n'est pas la clé indispensable pour l'AKP, pour la réforme constitutionnelle. Et à terme, je conclurai là-dessus, à terme, finalement, ce qui se dessine,
c'est un dépassement finalement je pense, d'une vision, d'une lecture du régime avec un sous-espace politique kurde qui fonctionnerait différemment du reste du pays, puisque là, ce qui se dessine à terme, c'est finalement un découplage finalement des échelles locales et nationales. C'est-à-dire qu'on a à l'échelle nationale une volonté de verrouillage enfin, extrêmement ferme du régime, avec finalement 3 candidats à l'élection présidentielle qui sont aujourd'hui sous les verrous, hein. Ümit Özdağ de l'extrême droite d'opposition, Selahattin Demirtas du parti kurde, Ekrem İmamoğlu du CHP. Mais à l'échelle locale, que ce soit dans les régions kurdes de l'Est, finalement une possibilité d'oublier les administrateurs pour un renouveau des mairies, et finalement, soit en 2019 ou en 2024, même si on a une volonté de verrouillage et d'empiètement sur les prérogatives des municipalités, l'AKP ne remet pas et ne peut pas finalement remettre en question les victoires de l'opposition à l'échelle locale. Donc finalement, on pourrait avoir un maintien d'un autoritarisme compétitif à l'échelle locale avec une impossibilité ou en tout cas une réduction massive de la possibilité de la compétition à l'échelle nationale. Merci beaucoup, Yohanan, et merci à vous quatre d'avoir ainsi ben, éclairé notre lanterne. J'invite tous ceux qui se sont connectés, la soixantaine d'auditeurs que nous avons ce soir, poser les questions qui leur tient à cœur dans la boîte Q&R réservée à cet effet, questions-réponses. Et moi, je voudrais poser justement à tous nos panélistes une question par laquelle Yohanan vient de conclure et par laquelle Ahmed avait déjà conclu. Et ça, c'est la question évidemment la plus difficile. What next? Qu'est-ce qu'on va avoir comme scénario possible dans les mois qui viennent? Quelles sont vos hypothèses? Quelles sont les pistes qu'il faut suivre? Quels sont les indicateurs qu'il faut observer de près? Et j'aimerais bien qu'on refasse un tour de table rapide pour que vous nous disiez les uns les autres comment vous anticipez, ce que vous anticipez, et ça laissera le temps à nos intervenants de poser leurs propres questions. Ahmed. Oui, alors là, je serais obligé de donner une réponse normande parce que il y a, tous les scénarios sont possibles. En tout cas, peut-être la seule scénario qui est un peu plus faiblement probable, un peu moins possible, mais pas très crédible, c'est la guerre civile. Là, ça peut aller jusqu'à la guerre civile, mais vu la Turquie, les habitudes des gens en Turquie, est-ce qu'il y aura vraiment une guerre civile? Non, je pense pas, parce que pour qu'il y ait une guerre civile dans cet affrontement où Erdogan, supposons, n'organise plus les élections, je pense que c'est impossible pour lui aussi. Mais supposons, prenons le plus extrême des situations, pour qu'il y ait une guerre civile, il faut quand même qu'il y ait une division dans l'armée, etc., etc. Donc, ce genre de conditions ne sont pas remplies. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a la possibilité d'une usure d'une usure de l'opposition. Tayyip Erdogan, pour pouvoir, Johan a très bien dit, le changement constitutionnel, même avec l'apport des députés du Parti de démocratie et d'égalité, n'est pas du tout dans la poche, et d'autant plus que je connais un peu, j'ai des contacts depuis très longtemps avec des gens de ce parti. Une partie ne sont absolument pas prêts à donner à Erdogan ce blanc-seing en votant. Donc du coup, c'est même pas, les 52 ne sont pas garantis. En tout cas, il y a une quinzaine de députés qui ne voteraient pas, d'après ce que je vois de nos contacts intérieurs. Et, et présenter un référendum pour changement constitutionnel, c'est très, très, très risqué pour Tayyip Erdogan. Là, il y aura un front anti... Le référendum sera un plébiscite ou non contre Erdogan, et c'est très, très risqué. Alors, il reste l'autre solution, c'est la possibilité d'avoir
une élection anticipée. La Constitution permet une élection anticipée pour une troisième présentation du candidat parce que son mandat n'a pas été fini, mais c'est pas lui qui peut décider l'élection anticipée, c'est le Parlement. Et au Parlement, il faut 3/5 de majorité. Donc il faut qu'il y ait l'accord du parti DEM au minimum pour l'élection anticipée ou le parti. Et pour Tayyip Erdogan, l'élection anticipée, l'idéal de l'élection anticipée, c'est pas maintenant. L'idéal de son élection anticipée, les élections normalement devraient avoir lieu en juin 2028. Son idéal d'élection anticipée, c'est novembre, décembre c'est une mauvaise date, novembre 2027. Donc tenir encore 2 années pour maximiser. Or, pour CHP, l'élection anticipée, c'est maintenant, tout de suite. Alors là, il y a une bras de fer que Élise a bien montré, et je crois que cette inscription dans le long terme des manifestations dans les différentes villes, hein, il y a quand même 81 départements en Turquie. Au rythme d'une par semaine, vous pouvez, même si ça ne réussit pas beaucoup ailleurs, mais ça peut réussir. Vous vous mettez dans une logique de long terme, d'essoufflement, de bras de fer et de décrédibilisation, affaiblissement. Et Erdogan attend la même chose aussi de son côté. Que l'opposition se fatigue, s'épuise, les gens disent mais on en a ras-le-bol, etc. Et que dans 2 ans, l'économie s'améliore. Son espoir aussi, c'est qu'on puisse sortir un peu plus. Alors, tout ceci font que Tayyip Erdogan, en maintenant Imamoglu en prison, a montré que, et c'est sa faiblesse la plus peut-être importante, c'est que désormais, il n'avait plus l'espoir de gagner les élections à la loyale. Et là, l'impact de ce message, nous n'avons pas encore très très bien mesuré auprès même de son électorat. Et in fine, ce que disait Johan, c'est que la solution du problème kurde lui rapporte des voix, mais lui coûte encore plus de voix. C'est son quadruple du siècle qu'il a déjà confronté en 2015. Voilà. Merci, merci beaucoup. Les questions s'accumulent, donc je veux évidemment laisser, les autres panélistes, nous faire part de leurs, «pronostics» entre guillemets, mais, assez rapidement si vous le voulez bien pour qu'on puisse prendre les questions qui se sont déjà manifestées. Élise, comment vois-tu toi l'avenir, immédiat? Alors, j'ai pas de boule de cristal. Je vais peut-être rebondir sur ce que a dit Ahmed, Mmh. avec un flashback avec ce qui s'est passé lors de la première élection d'Imamoglu dont tu as parlé, Ahmed, en 2019. En fait, il avait été élu maire, d'Istanbul avec une, marge assez réduite. Cette, élection a été annulée et elle a été, refaite 3 mois et demi après. Et là, Imamoglu a été réélu avec une marge beaucoup plus importante et il y a eu des études qui ont montré que, y compris parmi des personnes qui étaient plutôt soutien de l'AKP, en fait, cette annulation de l'élection, les avait éloignés de l'AKP, parce qu'ils avaient estimé que c'était pas fair-play, en fait. C'est-à-dire que ce qu'a dit Ahmed, je pense, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut garder en tête que quand même la légitimité d'Erdogan, elle reste d'abord une légitimité électorale et que là, il a quand même, piétiné, quand même, le principe sur lequel repose sa légitimité à gouverner. Alors après, on peut évidemment, le maquiller et cetera, mais je pense que c'est quand même un jeu extrêmement risqué pour lui et effectivement, c'est un aveu de faiblesse très fort d'avoir, voulu éliminer, à la déloyale, le seul candidat sérieux qui se présente depuis 20 ans, en fait. Ouais. Heu, pour rebondir peut-être sur une autre dimension, par rapport à est-ce que c'est un tournant? Quels peuvent être les scénarios? Donc moi, je vois pas de logique insurrectionnelle a priori comme ça. Je pense qu'il y a une forme de effectivement, heu, d'affaiblissement ou de la mobilisation, alors qui prend quand même des formes un peu différentes, hein. Et comme je disais, il y a eu des boycotts dans les universités, mais bon, l'année universitaire étant terminée, voilà, donc c'est un peu le problème avec l'importance des étudiants qu'a bien souligné Mervé de manière tout à fait,
fascinante, c'est que voilà, d'une année sur l'autre, bah, ça change très vite et donc on verra ce qui se passe à la rentrée. Il y a des boycotts sur la consommation, et cetera, qui inscrivent un petit peu la mobilisation dans le quotidien et dans la longue durée, mais c'est pas des choses, on va dire, qui sont renversantes. Donc je vois pas de logique, pour l'instant, moi, je vois pas de logique insurrectionnelle et par rapport à la dimension électorale, je vois pas non plus comment cette mobilisation pourrait avoir des effets électoraux ou permettre en fait à Imamoglu de sortir de prison et d'être élu, ça je n'y crois pas une seconde. Je pense que s'il y a des effets, par rapport à ce qui, au scénario possible, c'est plutôt en termes de socialisation politique, comme on l'avait d'ailleurs dit sur Gezi, qui avait pas eu vraiment d'effet politique immédiat en termes électoraux et cetera. Mais ce qu'on voit plus de 10 ans après, c'est que, bah, Gezi reste une référence extrêmement importante, hein, pour la génération qui s'est politisée à ce moment-là et aussi pour ceux qui sont aujourd'hui dans la rue, qui sont plus jeunes, mais qui se réfèrent beaucoup à Gezi. Donc et que ça a vraiment transformé aussi un peu l'univers référentiel et les perceptions, hein, justement ce que disait Mervé, hein, de ce que peut faire un citoyen. Donc moi, je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder et que, on a là effectivement des tensions, hein, qui sont pas du tout, réglées. Merci, vous n'avez pas de boule de cristal, mais les uns les autres, vous nous aidez quand même à bien baliser le terrain et de voi et à voir quel est, l'horizon des possibles. Merveille. Oui, bon, très brièvement, je suis en grande partie d'accord avec Ahmet Insal et Élise, mais peut-être je soulignerai davantage la position du pouvoir et qui est aussi dans une situation d'impasse, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes économiques qui ont conduit une partie importante du pays vers une pauvreté profonde, notamment dans des zones urbaines. Donc il y a quand même une fatigue importante pour le pouvoir et ben, justement je suis d'accord avec Ahmet Insel, le pouvoir va essayer de jouer au temps pour gagner justement du temps et essayer de diminuer la consolidation de l'opposition, voire semer la division, notamment en se servant de la question kurde et de l'avancée du processus, l'avancement du processus de paix, comme Johanna a indiqué. Et du coup, faire de cette mobilisation un marathon, comme disait tout à l'heure Élise, bon, comment ça va, ça va avoir des conséquences à la rentrée pour les universités, comment cela va être maintenu au niveau du boycott économique, etc. Donc, selon certains économistes, et surtout selon Mehmet Şimşek lui-même, le ministre de l'économie, bon, en bref, il parle d'une amélioration économique à partir de 2027. Donc, avec une le pouvoir peut appliquer des mesures d'économie électorale, faire des augmentations des salaires, etc. Donc quand même, le temps est important des deux côtés, mais surtout pour le pouvoir qui est assez fatigué et aussi qui a du mal à gérer aussi des problèmes économiques qui commencent à créer des problèmes sociaux importants. J'aurais aussi un regard relativement optimiste en ce qui concerne la socialisation politique, l'apprentissage de mobilisation des citoyens qui ont montré quand même qu'ils sont très sensibles à l'injustice déjà et sont sensibles aussi au fait que le pouvoir indique une voie politique à obéir. Donc quand même ça, je trouve important dans l'ensemble de la vie politique en Turquie. Merci, Johanan. Oui, bah, très brièvement, à court terme, les trois options qui s'imposent au pouvoir, je pense que je partage hein, ce qui vient d'être dit par Mervé et par Ahmed, c'est-à-dire que là, on est vraiment des deux côtés, on est dans une situation de patte, grosso modo, d'impasse pour les deux parties de l'équation, mais avec pas les mêmes implications. Donc, côté du pouvoir, à court terme, les trois options qu'ils ont, à savoir bon, la réforme constitutionnelle par l'Assemblée, on a vu que ça ne pouvait pas marcher, et que c'est tout à fait juste ce que disait Hermès, c'est-à-dire que même si, enfin, le parti DEM n'est pas du tout de manière unilatérale, enfin, ce serait très étonnant de voir tous les députés voter
pour cette option-là. Le deuxième point, ce serait la dissolution de l'Assemblée qui, en effet, n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas dans l'intérêt immédiat de l'AKP. Et troisième point, c'est le référendum. Et lorsqu'on voit que la dernière étude Conda sur la popularité d'Erdogan aujourd'hui, on a 67% des interrogés qui, il y a 2 semaines, disaient qu'une réélection d'Erdogan pour le pays serait une mauvaise chose. Donc aujourd'hui, on n'a pas, on n'est pas dans un bon momentum pour Erdogan. Par contre, à long terme, en effet, ça pose d'autres problèmes finalement. Même si on a un intérêt au long terme, puisqu'il y a le risque pour le GEP de l'épuisement. En fait, le GEP est condamné à la mobilisation politique. Le GEP doit continuer. Donc, doit continuer. C'est une espèce de marathon qui s'est engagé, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Il faut souligner tout de même qu'il y a quelque chose qui se joue de manière très intéressante autour de la figure de Sgurzel, qui a, je pense, surpris beaucoup d'observateurs dans sa capacité à toujours animer ces manifestations, hein, alors parfois trop, au point de, comme le disait Élise, de verrouiller la contestation, au sens où on est face à des meetings plus qu'à des appropriations d'espaces publics à la Gezi, on est dans des meetings, donc la foule ne peut pas s'approprier l'événement, on a des slogans, mais qui sont interrompus par les discours fleuves de Sgurzel. Du coup, la question, c'est le caractère durable de cette mobilisation qui repose sur des énergies même physiques. Hein, au bout d'un moment, les gens s'épuisent. Et sur la capacité aussi au GEP de rester uni. C'est ce qu'on n'a pas évoqué. La stratégie de division de l'opposition, elle se fait entre bloc kémaliste et bloc de la gauche pro-kurde d'un côté, mais elle se fait aussi au sein du CHP. On a dans les semaines à venir potentiellement une décision de justice qui remet en question les congrès précédents du CHP, ce qui voudrait dire que finalement, on a les équipes actuelles au sein du parti qui seraient renversées au profit des équipes du candidat précédent, de Kemal Kılıçdaroğlu. Et là, on a vraiment l'unité même du parti qui est mise en danger, avec la question de savoir si finalement le précédent candidat à la présidentielle pour le CHP ne va pas sauver la mise à Erdogan. Bon, c'est encore une fois, on est sur des jeux à 4 bandes et des équilibrations, mais cette question de la capacité du CHP non seulement à ne pas s'épuiser, mais à tenir sur le long terme, unie, est une vraie question. Et puis enfin, du côté du pouvoir, il y a la question kurde en effet, savoir est-ce que le processus se déroulera comme il le souhaite, et surtout est-ce que il y aura une convergence entre la capacité de la société à accepter ce processus et le moment où on va faire les élections. Mais la question économique est aussi à prendre en compte, hein. Je pense que même si Mehmet Şimşek voit ces 2 ans-là, on nous disait il y a un an que la situation serait beaucoup mieux aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Et la transformation de la configuration politique a aussi eu des impacts très concrets où on a environ 30 milliards de réserves qui ont été brûlées par le pouvoir pour maintenir la lire turque. Et ce qu'on voit, c'est que même si on est dans l'ordre du symbole, le fait de s'en prendre de la part de l'opposition à du boycott économique a créé une levée de bouclier de la part du pouvoir qui est, à mon avis, notable. C'est-à-dire qu'on a vraiment la peur de l'AKP de voir les mobilisations de l'opposition influer sur la capacité à tenir des configurations politico-économiques, de soutien politico-économique. Merci beaucoup. Alors, nous avons une demi-douzaine de questions que nous allons prendre dans l'ordre et je vous demanderai d'y répondre l'un d'entre vous, l'une d'entre vous à chaque fois. Une question qui nous conduit à élargir le spectre. Que pensez-vous de la ligne suivie par Erdogan sur le dossier syrien? Qui se sent les épaules assez larges pour apporter une réponse à cette question un peu décalée par rapport à notre sujet, mais évidemment importante. Ahmet. La question syrienne est une question effectivement épineuse pour Tayyip Erdogan, parce que il y a une peur atavique de l'État turc qui consiste à dire s'il y a une formation d'une autonomie régionale kurde sur une grande partie de la frontière syrienne, le tropisme vers les Kurdes de cette région sera forte, etc., etc. Donc il se pose en termes de le principal souci, crainte de sécurité de l'État, sécurité nationale. En revanche, le problème, c'est que Tayyip Erdogan n'a
pas totalement la maîtrise de la situation parce que son allié, Ahmed El-Shara, n'a pas suffisamment de force pour pouvoir absorber les forces les forces de kurdes, le FDS, les forces démocratiques syriennes, formées, équipées par l'armée américaine. Et leur nombre est supérieur au nombre qu'aujourd'hui peut déployer le Ahmed El-Shara. Donc, du coup, il semble que depuis quelques semaines, la Turquie commence à accepter qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, non pas comme à l'Irak du Nord, une quasi-État, mais d'une manière ou d'une autre, une formation euh, régionale avec une identité kurde soit acceptée. Le signe le plus important, c'est que depuis, alors que l'armée turque continue à bombarder, malgré le processus de dissolution, etc., du PKK qui est annoncé, l'armée turque continue à bombarder les positions du PKK en Irak du Nord jusqu'à encore il y a 2 ou 3 jours. Depuis 2 semaines, il n'y a plus d'affrontements en Syrie. L'armée turque occupe une partie de la Syrie, mais alors donc il y a une acceptation. L'enjeu qui viendra, et ça c'est au-delà de Tayyip Erdogan, c'était un horizon beaucoup plus loin, c'est le jour où la Syrie sera stabilisée d'une manière ou d'une autre, ben, du coup, va se poser la question de l'occupation d'une partie de la Syrie par l'armée turque. Puisque là, l'armée turque, la Turquie tombera dans la position israélienne et ce ne sera pas très facile de gérer ça. Mais à l'intérieur de, pour pour son reproduction de son pouvoir, si vous voulez, la question syrienne était à un moment donné très important. On s'attendait, Johan, qui est en Turquie, et Merve aussi peuvent confirmer peut-être ou infirmer ce que je dis. Il y a encore une année, on s'attendait à ce que Tayyip Erdogan, il y avait un autre scénario, qu'il puisse déclencher une guerre en Syrie ouverte contre les FDS et dans cette situation de guerre, gagner dans une mobilisation, faire une élection anticipée, faire donc du coup dans une guerre, une mobilisation nationale, ferveur nationale, utiliser la ferveur nationale pour pouvoir gagner les élections. Cette option est totalement finie maintenant, il n'en est plus question. D'accord. Un mot peut-être Un mot, ou Johan? très rapidement? Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est-à-dire que notamment, Ahmed a fait référence à Israël. Aujourd'hui, le principal acteur de déstabilisation régionale, c'est l'État israélien. Or, la Turquie, comme la Syrie, ont intérêt à une stabilisation du pays, et notamment du Nord. Donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le processus de paix a pour conséquence de réduire les velléités militaires de la Turquie vis-à-vis de la région kurde. Ça syrianise davantage encore. En fait, il pousse à la syrianisation à la fois Damas et Ankara poussent les forces démocratiques syriennes à davantage se syrianiser, hein, en parlant du fait que les cadres proches du PKK non syriens doivent sortir du territoire, et ça donne plus de marge de manœuvre à l'administration autonome du Nord-Est. Et enfin, ça favorise aussi les relations entre Kurdistan d'Irak et Kurdistan de Syrie. Donc ça, Oui. c'est aussi dans les logiques intra-kurdes, enfin entre les régions kurdes de la région, c'est aussi des choses à noter, et je pense que ça peut contribuer à stabiliser aussi davantage la région. Merci. Deuxième question que je résume. On voit que le jeu politique se structure de plus en plus autour du CHP et de l'AKP. Que reste-t-il des petits partis dont je ne vous donne pas la liste parce que vous la connaissez? Moi, je veux bien rebondir sur cette Élise. question. On a écrit un article avec Johanan et un autre collègue sur la question des coalitions. Récemment, je pense que bon, déjà, la coalition autour du CHP, elle avait quand même éclaté, déjà. Et ces partis, en fait, ont très peu de force de mobilisation, très peu assez peu de, enfin, après, il faut différencier d'un parti à l'autre, mais assez peu d'organisations localisées, etc., assez peu d'ancrage, en fait, social. Et donc, moi, il me semble que cette question des coalitions, elle va se rejouer quand il y aura de nouveau des élections en vue avec
parce qu'en fait, c'est des coalitions électorales. Donc, tant qu'il n'y a pas vraiment de coalition, là, tout est en train de bouger. Ça va se reposer autrement quand on aura vraiment une perspective d'élection. Voilà, pour l'instant, c'est... Très bien. Alors la question suivante pour vous, Mervé, parce que c'est un commentaire, mais qui donne lieu à une interrogation. Les étudiants qui ont affranchi, alors qui se sont affranchis, j'imagine, non, pardon, qui ont franchi les barrières policières étaient des étudiants plus organisés. La jeunesse du CHP, mais surtout les collectifs LAIR, la jeunesse du type était très présente dans les manifs. Il me semble qu'on peut plutôt dire qu'il s'agit d'un élargissement vers les étudiants moins organisés, mais que la dimension spontanée, finalement, est à relativiser. Oui, justement, donc il y a déjà, comme Élise aussi l'a dit, il y a quand même ce qui marque une grande différence avec les événements de Gezi en 2013, c'est que les manifestations ont été encadrées par le CHP. Donc la jeunesse de CHP était bien évidemment dans la rue et c'était des groupes organisés. Donc déjà ça, et aussi le type, c'est-à-dire le parti Türkiye Partisi, le Parti d'ouvriers, surtout la jeunesse, les branches de la jeunesse ont été très organisées, à la fois pendant tous les meetings que Özgür Özel avait fait dans différentes parties d'Istanbul et dans différentes villes de la Turquie. Ça, c'est un fait et il faut vraiment prendre en considération cette organisation par l'intermédiaire des partis politiques. Mais quand même, il y a les étudiants qui ont peut-être été encadrés par les branches de jeunesse des partis comme CHP et le type, mais quand même, eux-mêmes, ils ne sont pas des membres ou oui, des membres de ces partis ou ils ne sont même pas des électeurs de ce parti. Hmm. Il faut aussi évoquer le parti Zafer Partisi, le parti de victoire, donc le parti d'extrême droite, nationaliste séculier plutôt, et son impact, l'impact de son discours dans la jeunesse, qui était très visible, comme a dit Yohanan, déjà avec les signes de loup, avec les slogans qu'ils ont utilisés, etc. Donc, d'une part, il y avait la jeunesse de Zafer Partisi aussi dans les manifestations, mais aussi des jeunes sympathisants de ce parti qui ont participé sans avoir un engagement particulier ou un engagement organisationnel. Donc certes, il y a un encadrement, mais je n'ose pas trop dire que c'est une foule politiquement organisée. Très bien. Une question pour Yohanan. Erdogan et le gouvernement ont commencé à parler d'une réforme locale qui va probablement amener une centralisation assez importante. On a des acteurs qui peuvent empêcher cette centralisation. Où est-ce que le mouvement kurde se situe par rapport à cette réforme? Bah, c'est à ce à quoi je faisais référence dans mon intervention, voilà, Erdogan qui parle du fait qu'on va retirer les administrateurs, mais on va renforcer les préfets. Les administrateurs étant les préfets, en fait. Donc, finalement, c'est pas un jeu à somme nulle, puisque les maires reprennent le contrôle de leur municipalité, mais ça veut dire une redéfinition des pouvoirs, sachant que ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que le grand acteur qui décentralise la Turquie, c'est l'AKP dans les années 2000, puisque l'AKP ayant lui-même bénéficié de l'échelle municipale pour se développer, comme aussi pourfendeur d'un kémalisme républicain centralisateur, c'était aussi une manière de remettre en question cette forme étatique-là. Mais bon, là, en effet, je pense qu'il y a une tentation à reprendre la main sur une municipalité, pas uniquement dans les régions kurdes. Je ne peux pas répondre aujourd'hui je n'ai pas d'éléments de réponse précis parce que aussi, je pense que c'est encore des choses qui sont dans le débat public sans être forcément formellement formalisées. Mais moi, j'ai pas d'éléments de réponse. Ce que je pense, c'est cependant il y a peu de marge de manœuvre. Si on passe par des décrets-lois ou pour ce genre de choses, l'opposition ne pourra pas faire grand-chose pour remettre en question le renforcement des préfets à l'échelle locale, par exemple, ou Mhm. la remise en question des pouvoirs des municipalités. On le voit à Istanbul, par exemple. Tel ministère va, sur décret présidentiel, se voir attribuer je pense par exemple au ministère des Transports, hein, la capacité à développer des lignes de transport à Istanbul en compétition avec la planification des transports de la municipalité.
ou bien on va définir telle zone près du canal d'Istanbul qui va permettre à tel ministère d'avoir des compétences que la municipalité devrait avoir dans cette zone-là. Donc finalement, c'est des pratiques qui sont déjà en cours et qui, ne serait-ce que la nature du régime présidentiel très centralisé, permet en fait ce genre de pratique. Donc je sais pas si je vois pas des contre-pouvoirs possibles, à part à l'échelle très locale avec des associations qui se mobilisent pour tel ou tel projet. Mais lorsqu'il s'agit de redéfinir des prérogatives administratives, je pense que je vois pas de capacité. Les marges de manœuvre sont plus réduites. Très bien. Alors, 2 questions qui nous ramènent à l'international et qu'on peut grouper. La première, quel regard portez-vous sur l'engagement politique de la diaspora turque et plus spécifiquement des étudiants à l'étranger? Heu, notre, interlocuteur, ajoute: «Ayant étudié à Izmir et poursuivant des études à Bruxelles, j'ai pu observer certaines tensions entre ces 2 groupes, liées notamment à une réticence et à une peur de s'exprimer politiquement, notamment pour les étudiants turco-belges». Et une autre question qui est liée, en tout cas mmh, qui nous maintient dans la dimension internationale. Le CHP a organisé le Socialist International à Istanbul il y a quelques jours pour chercher une solidarité au niveau international. Est-ce que l'opposition est seule en termes de relations internationales en face du soutien de Trump pour Erdogan ou à Erdogan et du silence de l'Union européenne? Diaspora, États-Unis, Union européenne, comment est-ce que ces acteurs interfèrent avec la dynamique que vous venez de décrire? Moi, je peux peut-être donner juste un ou 2 éléments sur la dernière partie de la question par rapport au soutien international sur la diaspora estudiantine, je ne sais pas. Bah, c'est vrai que les réactions, au niveau international ont été extrêmement mesurées, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, le CHP se tourne plutôt vers des alliés politiques, partisans maintenant, parce qu'il y a eu très peu de réactions étatiques. Il faut quand même savoir qu'il y a une préparation d'une résolution du Parlement européen qui est en cours. Alors, je ne sais pas si elle va aboutir, mais qui est en tout cas transpartisane et qui est portée pas que par les partis socialistes ou de gauche, qui est en fait plus large. Mais c'est sûr que même si cette résolution est votée, il s'avère que dans la situation actuelle et notamment par rapport aux reconfigurations de l'OTAN, au désintérêt des États-Unis pour la sécurité européenne et au fait que la Turquie est la seconde armée de l'OTAN et a une industrie militaire, extrêmement, puissante, aucun des pays européens n'a vraiment intérêt à se mettre Erdogan à dos. Donc en fait, la relation de pouvoir entre la Turquie et l'Europe a changé en fait. C'est plutôt l'Europe qui a besoin de la Turquie et c'est sûr que voilà, je pense qu'il y a des enjeux qui prennent le devant, dans les agendas politiques européens. Merci. Oui, Amit. Faut que tu ouvres ton micro. Je voudrais ajouter quelques mots à ce que dit Élise. Effectivement, c'est important. Moi aussi, je ne connais pas très très bien. Les tensions c'est plutôt dans les villes comme Bruxelles, etc., où il y a une communauté turque d'extrême droite nationaliste et les étudiants qui confrontent, je crois. Beaucoup plus, c'est un problème en Allemagne. En France, je n'ai pas entendu ce genre de situation. Deuxième chose, c'est que CHP marche sur les œufs sur la question internationale. Je vois très très bien dans mes contacts du Conseil de l'Europe parce que la Turquie est normalement est à la porte des sanctions du Conseil de l'Europe pour non-application des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme au sujet de Osman Kavala et Selahattin Demirtas. Et tous les 4 mois, le Conseil des ministres, depuis 2 ans, menace et reporte la menace sans jamais passer à l'action. Et les députés de CHP acceptent et jouent dans ce sens-là. Parce que l'enjeu, c'est que si CHP demande des sanctions contre la Turquie à l'Union européenne ou au Conseil de l'Europe, Tayyip Erdogan immédiatement fait une campagne comme quoi, voilà les traîtres qui nous dénoncent, etc. À tel point que la CHP a demandé la révision de la décision allemande de mettre un embargo sur la vente des avions de chasse des avions de chasse pour la Turquie.
Et c'était exprès pour ça. Moi, j'approuve pas cette position, mais je comprends en même temps à l'intérieur. Et puis, pour terminer, en Turquie, je ne sais pas ailleurs, mais ailleurs aussi, en Turquie, les élections présidentielles ou législatives ne se gagnent pas et ne se partent pas par la politique étrangère. Hmm. Merci. Est-ce que l'un ou l'autre voulait ajouter quelque chose sur ce point? Non? Eh Juste bien, écoute, rapidement, je pense que l'élection de Trump a joué énormément aussi. On avait une présidence Biden qui était quand même beaucoup plus hostile à la Turquie, avec des mots qui ont été très très forts contre le président Erdogan, avec à l'inverse Trump qui qualifie Erdogan de grand ami et d'autres qualificatifs amélioratifs. Et ça joue aussi, je pense, ça a pu jouer dans la décision voilà, par rapport à l'incarcération d'Imam Olu. C'est ce fact, le contexte international et l'élection de Donald Trump a pu jouer aussi. eh bien, on va se terminer sur ces mots en vous remerciant très chaleureusement de nous avoir éclairés. La question est tout de même très complexe, en tout cas pour les non-spécialistes, et vous avez su justement nous expliquer cette complexité. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et comme vous le savez, les webinaires de la FSP, a fortiori lorsqu'ils sont en partenariat, se retrouvent facilement sur les sites des institutions partenaires, et donc vous pourrez faire connaître ce replay, cet enregistrement, dès qu'il sera en ligne dans quelques jours. Merci encore, merci à vous tous et à très bientôt pour parler Merci à vous. toujours de politique, pas forcément internationale, avec la Merci. FSP et ses partenaires. Merci Bonne beaucoup, soirée, Christophe. Merci. Merci. à Merci. bientôt.